Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Gabriel Attal doit recevoir d'ici quelques minutes le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris qui a quitté ses fonctions après avoir reçu des menaces de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile en classe. C'est bien de le recevoir, mais cela aurait été encore mieux de le défendre et ne pas l'avoir laissé en première ligne face au déferlement de haine de la part des islamistes. On va partir à Matignon dans un instant, rejoindre nos équipes. On sera également devant le lycée Maurice Ravel où les professeurs sont à la fois écœurés par ce qui s'est passé mais aussi terrifiés à l'idée de parler et d'être à leur tour exposés. Les élèves, eux, sont plus mitigés, signe de l'avancée des arguments pernicieux des islamistes. On sera sur place avec Thomas Bonnet, Augustin Donadieu. Pendant ce temps-là, je vous rappelle aussi que d'autres lycées sont toujours sur la menace d'attaques terroristes émanant des mêmes protagonistes. La France va-t-elle se transformer en nouveau cartel de Medellín? C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'affirme en mettant en garde, comme l'ont fait avant lui, les magistrats de Marseille sur une bataille qu'il nous faut absolument remporter sous peine d'être balayés par les narcotrafiquants. À Nice, on verra par exemple que les règlements de compte à l'arme lourde entre dealers sont devenus quasi quotidiens. On est en plateau avec Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonsoir. Bonsoir Laurence. On va évidemment voir qu'il y a beaucoup d'alertes en ce moment sur la sécurité des Français. On va évoquer ce proviseur menacé de mort qui a dû quitter ses fonctions. On l'a appris hier, après un mois après avoir été menacé pour avoir demandé tout simplement à une élève de retirer son voile, ainsi que le prévoit la loi. Denis Jacob, il y a un peu tous les avis, évidemment. Après, c'est des jeunes, hein, ils sont mineurs. Mais des menaces de mort, de toute façon, c'est inacceptable. Ah ben, c'est totalement inacceptable, d'autant qu'on parle d'un... Alors, les enseignants, c'est déjà dramatique quand c'est un enseignant qui est pris à partie, physiquement notamment, mais quand c'est un proviseur, c'est l'autorité de l'établissement qui est remise en cause. C'est-à-dire qu'il fait appliquer la République, la laïcité dans son établissement, auquel on impose une religion, et là, c'est cette religion qui prend le pas sur l'autorité de la République, puisqu'il s'en va. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la question de sécurité au sein des établissements scolaires. C'est un vrai sujet aujourd'hui et on travaille avec l'Éducation nationale pour voir comment on peut mettre des dispositifs en place d'action de police sans toucher à la fameuse sanctuarisation des établissements scolaires. Et le travail de police, malheureusement, c'est pas le temps des faits et le temps de l'émotion. Malheureusement, on a un temps d'enquête, il faut le temps qu'il faut. En plus, on parle ici de cyberviolence. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas en réalité. Vous arrivez à en attraper un ou deux, mais ça essaime sur les réseaux sociaux sans fin. Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le traitement de la cyberviolence. Alors, il y a des unités qui existent dans la police nationale, qui travaillent d'arrache-pied pour identifier les auteurs d'insultes, de menaces de mort, comme c'est le cas pour ce proviseur. Et je tiens à passer ce message sur votre antenne, Laurence Ferrari, c'est que si certains auteurs nous écoutent, qu'ils sachent que personne n'est anonyme sur Internet et que la police, à un moment ou à un autre, arrivera de toute façon à les identifier, à les interpeller et à les déférer devant la justice. Avec à la clé des peines qui sont sérieuses ou... il y a de l'emprisonnement à la clé? Alors, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prévues par le Code pénal, mais entre la théorie et la pratique, vous le savez, c'est un vaste débat qu'on a sur le traitement incarcéral de ces personnes-là, entre la peine qui est prévue et la décision de justice qui sera prise. Je crains malheureusement que ce ne soit pas la peine maximale du Code pénal. Un tout petit mot de Denis Jacob. Oui, je voulais préciser par rapport à ce que disait Karim il y a quelques instants sur le traitement par la justice. On souffre, et là c'est au pouvoir public d'agir pour améliorer le fonctionnement de la justice, on souffre d'un délai trop long dans la réponse pénale. 26 avril, on peut dire que c'est pas loin, mais c'est encore trop long par rapport à cette affaire. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une comparution immédiate et un jugement dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, pour essayer de clore en tous les cas cette affaire, parce qu'il n'y a rien de pire pour une victime que d'être dans l'attente d'un jugement, et on sait que malheureusement la justice en France met plusieurs mois, voire plusieurs années à prendre une décision. Et là vous parlez de ceux qui ont menacé de mort ce proviseur, pas de la jeune élève. Sécurité avec vous, Denis Jacob. On va d'abord on va parler du narcotrafic évidemment, parce qu'il y a des déclarations assez surréalistes qui se succèdent entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Monsieur Molins, François Molins, qui a fait aussi des déclarations, ancien juge et un procureur pour être précis, et aussi tous ceux qui continuent à parler du narcotrafic. Mais on va regarder ce qui se passe à Nice, parce que là il y a des rixes quasiment tous les jours à l'arme lourde entre les dealers et la police qui se fait agresser accessoirement. On fait le point avec Aminata Dem et Maxime Leguet et je vous passe la parole. Hier, le préfet des Alpes-Maritimes s'est rendu sur place pour délivrer un message de fermeté.
Il promet de poursuivre les interpellations et les saisies de drogue. En un an, plus de 30 kilos ont déjà été interceptés dans le quartier des Moulins. Encore une fois, Denis Jacob, on a l'impression que tout est en train de basculer dans notre pays, notamment sur ce qui concerne le trafic de drogue. Vous confirmez que c'est un combat absolument inégal qui est en train de se jouer entre la police et les narcotrafiquants? Ah mais déjà, visiblement ça étonne beaucoup de monde, mais moi ça ne m'étonne pas. Oui. Ça ne m'étonne pas, ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, tout le monde a l'air de se réveiller en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en France ?» Mais il n'y a rien de nouveau. On a laissé depuis plus de 30 ans des quartiers à la main des narcotrafiquants. Donc, à un moment donné, ils ne se cachent même plus. Ils se règlent leurs comptes entre eux, puisque de toute façon, les services publics ne sont plus présents. Alors là, il y a une conscience politique qui est prise, avec des opérations de grande ampleur qui sont conduites. Il faut le faire, bien évidemment. Il ne faut pas laisser le terrain aux voyous et aux criminels, bien évidemment qu'il faut le faire, qu'il faut déstabiliser tous ces trafics, mais que les choses soient claires. On va le faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, ça va recommencer. Mais c'est terrible de vous entendre dire ça. Mais non, parce que moi, ça fait plus de 15 ans que j'essaye de le faire entendre à tous les politiques qui se sont succédés. Aujourd'hui, on s'attaque aux conséquences. Mais on ne veut pas traiter les causes. Et c'est quoi les causes? Mais les causes, c'est des problèmes de quartier où les services publics ont abandonné le territoire. On a un problème de politique sociale. Alors, on me dit, ouais, tu fais toujours tes phrases toutes faites. Mais malheureusement, c'est le constat. Il y a un problème de politique sociale, économique et la politique de la ville. Sociale. Mais la politique sociale, c'est par exemple tous ces gamins qui sont pris en main par les trafiquants. Alors là, on a une annonce comme quoi on va ouvrir des internats. Bon, ok, on va ouvrir des internats. Pourquoi faire et comment? Ça, et où et avec quels moyens, quels locaux, etc. Qu'on m'explique. Mais des gamins qui ont 12, 13 ans, qui sont déscolarisés, où l'autorité parentale ne s'exerce plus, parce qu'il y a la question de l'autorité parentale. Ces gamins-là sont dans la rue. On n'a plus de prise en charge de ces gamins qui sont déscolarisés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pris en main par des dealers. Ils vont rapporter à la maison en 1 mois ce que leur père n'arrive pas à ramener en travaillant normalement. Donc, à quoi bon aller à l'école? En 1 jour, ce que leur père peut-être gagne en 1 mois. Voilà. Peut-être. C'est ça la comparaison. Il y a cette problématique de ces gamins. Et puis, il y a la politique de la ville. Quand j'entends qu'il y a un grand plan de politique de la ville qui a été lancé à Marseille, bon, ok, moi je suis favorable à tout cela, je suis pas contre. Mais où sont concrètement les effets aujourd'hui? Alors, il faut qu'on fasse ces opérations place nette. Déjà, pour les policiers, ça a du sens, ça redonne du sens à leur action. Parce que entre y passer et faire un petit coucou et puis partir tout de suite parce qu'on va se prendre des pavés et puis y aller, interpeller, saisir de la drogue, ça redonne du sens à notre mission. Mais ça ne va durer qu'1 temps parce qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas y rester de manière pérenne alors qu'on a le risque attentat qui est très fort, qui est très élevé, la préparation etc. des JO, etc. On va écouter maintenant François Molins, le procureur général honoraire de notre pays, qui lui a tenu à soutenir ses collègues marseillais parce qu'on se rappelle qu'il y a 3 semaines, ses collègues marseillais, magistrats, procureurs, magistrats, avaient fait un constat sans appel en disant la bataille contre le narcotrafic est en train d'être perdue. Il parlait de Marseille, mais on peut hélas généraliser à l'ensemble du territoire français. Et il a tenu à les soutenir, ses collègues, parce qu'il s'était fait, je vous l'ai dit, remonter les bretelles par Éric Dupond-Moretti. Écoutez ce qu'il a dit, parce qu'il dit il faut savoir reconnaître la vérité. Je pense que ce sont ici et ailleurs des magistrats engagés au quotidien et qui vous ont dit la vérité avec une grande lucidité sur le combat qu'ils mènent au quotidien. Et si vous me permettez de poursuivre cet aparté, je dirais qu'ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé, qui me paraît personnellement, moi, aux antipodes de l'office d'un garde des Sceaux qui est censé soutenir la justice, défendre son indépendance. Et je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation et de la représentation nationale. Et je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien ou à la justification des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office. Voilà, il envoie, M. Molins, il a renvoyé effectivement Éric Dupond-Moretti dans ses cordes, mais Éric Dupond-Moretti persiste et signe, il assume d'avoir remonté les bretelles des magistrats. On l'écoute et je vous passe la parole, Geoffroy et Jean-Sébastien. Éric Dupond-Moretti. Les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leur parole, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice.
je ne retire rien des propos que j'ai tenus. J'ajoute que dès le lendemain, certains sont allés dire que c'était une véritable boucherie. Je ne suis ni boucher, ni charcutier, monsieur le sénateur. J'ai tenu les propos qu'un garde des Sceaux responsable peut tenir. Et enfin, j'ai exprimé, c'est vrai, à la suite des moyens considérables que j'ai envoyés à Marseille. Sachez qu'à Marseille, les renforts que nous avons envoyés correspondent au nombre total de magistrats, de greffiers, de contractuels que contient le tribunal de Rouen. Ça n'est pas rien. Et je vais vous dire, oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on la perdait. Alors qu'en pensent les policiers de ça? Écoutez, le problème de la drogue, il n'y a pas de cartel en France, et fort heureusement pas encore, mais c'est la régulation du trafic international, la coopération entre les pays. Tant qu'il n'y aura pas une accentuation de cette coopération internationale, on ne réglera rien. On parlait du port du Havre, on sait que ça arrive soit par le Havre, soit par Marseille, on sait que ça arrive. Soit par l'Espagne. Ou par l'Espagne. Donc de toute façon, on ne le réglera pas en mettant, et vous le disiez très justement, en mettant toujours plus de bleu. Le débat aujourd'hui des magistrats, c'est qu'ils disent tout haut ce que nous pensons tout bas. C'est-à-dire que ça vient de la magistrature qui met en échec une politique qui est mise en œuvre pour lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Mais nous, on n'en pense pas moins de ce que disent les magistrats. Et en fait, ils ne font que conforter ce que je vous disais tout à l'heure. Si on continue à considérer qu'on réglera le trafic de stupéfiants par la seule action de la police, on ne réglera jamais ce problème. C'est pour ça que le ministre de l'économie dit on va aller prendre leur argent, je pense que on va aller remonter les filières et à mon avis, c'est plus dans des cartels. Paradis fiscaux que dans des comptes bancaires. Je suis un peu d'accord avec vous. Ils n'ont pas de livret épargne, à mon avis. La police dans les quartiers, elle n'existe plus depuis la fin des années 90. J'étais îlotier, je peux en témoigner. Donc c'est pas les années 2007-2008. Donc c'est pas une question de police de proximité. La police de proximité, de maillage du territoire, pas que la police de des associations, des bailleurs sociaux, des élus, des habitants. Vous avez raison, ne sera efficace qu'après avoir éradiqué les trafics de stupéfiants, rétabli l'ordre, avoir remis des services publics au cœur des quartiers, mais remettre aujourd'hui ce que moi j'ai connu dans les années 90, c'est-à-dire ce qu'on appelle des commissariats de quartier, c'est fini. Vous ne les aurez plus jamais. Par contre, il y a une expérimentation qui est mise en place, qui s'appelle les commissariats mobiles, qui peuvent être une solution pour réinvestir les quartiers.